Bonsoir, bienvenue à tous. Pour ce sixième volet, cette sixième édition de Sceptique in the Pub, donc ce soir, on parlera de sociologie, de sciences sociales en général et plus spécifiquement de sociologie, autour des problèmes de méthodologie et des controverses qui existent autour de cette discipline. Donc dans les discours publics, la sociologie est perçue comme une discipline traitant au sens large de l'homme, de la société en général, par opposition à la psychologie qui serait centrée sur l'individu. Donc là, c'est dans le discours public de manière un petit peu générale. Et la sociologie relève de ce qu'on appelle les sciences sociales, au même titre que l'anthropologie, l'ethnologie, ou sur un certain point, l'économie. Donc une science sociale, on la définit, donc là j'emprunte une définition qui vient d'un ouvrage de méthodologie. Une science sociale se définit par son objet et sa méthode. Elle vise à dévoiler le sens, les logiques des comportements sociaux à partir d'une démarche d'enquête donnée. Donc là, c'est vraiment une définition importante, savoir qu'il y a un objet, une méthode et une démarche d'enquête donnée. Depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs années au moins, la sociologie fait l'objet de nombreuses attaques par des politiques, par des journalistes, mais aussi par des sociologues eux-mêmes, qui lui reprochent un certain nombre de choses. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de proposer un état des lieux général des différentes controverses auxquelles fait face la sociologie aujourd'hui. Et pour cette présentation, j'aborderai 5 points. Donc on va essayer d'aborder les 5 points dans le temps imparti. Donc le premier point, c'est une question d'ordre épistémologique de manière générale. C'est est-ce que la sociologie est une science comme les autres? Parce qu'on la considère comme science sociale, mais est-ce que c'est vraiment une science? C'est un débat qui a lieu... Enfin, c'est en tout cas des reproches qu'on adresse à la sociologie. Donc c'est le premier point sur lequel on travaillera. Le deuxième point porte sur les enjeux en termes de méthodologie. Quels sont les outils méthodologiques utilisés par cette discipline? Le troisième point qu'on abordera, c'est celui des attaques autour de l'objectivité du chercheur. La sociologie ne serait pas une science objective, parce que ces chercheurs seraient engagés. Donc c'est un point qu'on abordera dans un troisième temps. Dans un quatrième temps, on abordera une critique qui est plutôt formulée par des journalistes, mais aussi par des sociologues, autour d'une sociologie qui déresponsabiliserait les individus de leur comportement. Et enfin, en cinquième partie ou en conclusion, je proposerai un point sur la sociologie, qui serait une science trop refermée sur elle-même. Donc pour commencer autour des critiques autour de la scientificité de la sociologie, l'un des premiers reproches qui lui est adressé repose sur le critère selon lequel elle ne serait pas une science comme les autres, parce qu'elle ne serait pas une science exacte. De fait, elle ne serait pas une science tout court. Effectivement, si on compare à la physique ou à la chimie, les sciences de la nature au sens large, ces méthodes ne sont pas les mêmes, et a priori, les résultats qu'elles proposent seraient plus fragiles. Donc c'est pas vraiment c'est une question qui peut sembler légitime quand on regarde comme ça de vue d'avion, quand on regarde sans forcément s'y pencher. Mais les sciences sociales et la sociologie en particulier apparaissent pertinentes là où les sciences de la nature ne le sont pas. Donc cette position, elle est tenue par un épistémologue danois qui s'appelle Fleifberg et qui montre que la sociologie permet d'éclairer le fonctionnement de la société grâce à des outils propres, ce que ne permettent pas les autres sciences. Donc en fait, l'argumentation de Fleifberg, elle repose sur 3 choses. D'abord, la sociologie, le savoir qui est acquis dans les sciences de la nature est un savoir cumulatif. C'est-à-dire que découverte après découverte, on peut avoir une encyclopédie de savoirs, et puis certains savoirs qui ont été acquis des siècles auparavant deviennent obsolètes. Et donc chaque nouveau savoir en remplace un autre. Mais pour réaliser une enquête en sciences de la nature, un travail en sciences de la nature, il faut avoir une vision générale de ce qui a été fait avant pour trouver quelque chose de nouveau. Par contre, en sciences sociales, le savoir cumulatif ne se retrouve pas en sciences sociales en tant que tel. Par contre, on retrouve des courants théoriques différents et des outils méthodologiques qui sont différents entre eux. Les courants théoriques différents n'existent pas en sciences de la nature, forcément, parce qu'on a des paradigmes, mais on ne peut pas avoir des courants théoriques différents. Donc là, c'est le premier point. Le deuxième point, justement, découle du premier. En sciences sociales, les objets d'étude portent sur des personnes qui sont capables de penser et d'agir, donc qui sont dotées de réflexivité, ce qui n'est pas le cas en sciences de la nature, où on observe des objets déconnectés des interactions. Donc on ne peut pas avoir d'unité paradigmatique en sciences sociales, on ne peut pas avoir de grands courants paradigmatiques au sens
ou l'entend Thomas Kuhn, un philosophe du XXe siècle. Par contre, en sciences sociales, on a des paradigmes différents, des courants théoriques différents. L'un des paradigmes, par exemple, de la sociologie, l'un des courants théoriques de la sociologie, est l'individualisme méthodologique, qui va expliquer que les phénomènes sociaux sont l'agrégation de comportements individuels. On peut expliquer un phénomène social parce que plusieurs individus ont les mêmes comportements. Le structuralisme est aussi un courant théorique possible. Donc on le retrouve en sociologie, comme on peut le retrouver en linguistique ou en psychanalyse durant la deuxième moitié du XXe siècle. Les structures sont supérieures aux individus. Mais ces différents paradigmes reposent sur des approches qui sont complètement différentes, et à ce titre, on ne peut pas avoir d'unité paradigmatique. Du coup, troisième point, les résultats qui sont proposés en sciences humaines ne sont pas extérieurs aux individus étudiés, comme pourraient l'être les résultats de la science de la nature, et ils sont susceptibles d'avoir un effet sur leur quotidien, raison pour laquelle on ne peut pas avoir de résultats cumulatifs. Chaque enquête répond à un contexte social donné. Un autre point qui distingue les sciences de la nature des sciences sociales, donc sciences de la nature au sens large toujours, c'est qu'on ne peut pas avoir de loi générale, comme on peut en retrouver en sciences de la nature. Un exemple parmi d'autres, un sociologue américain qui s'appelle Talcott Parsons, qui écrivait durant le XXe siècle, a proposé une loi sur l'évolution de la société, sur le changement social. Sa loi, en fait, elle stipule que si une société s'industrialise, alors la famille étendue traditionnelle disparaîtra et sera remplacée par une famille nucléaire restreinte. Donc c'est une loi qui a été proposée par ce sociologue à partir d'enquêtes qu'il a réalisées aux États-Unis. Donc c'est une loi qui veut générale, qui pourrait se transposer à toutes les sociétés industrialisées. Sauf que, justement, il y a des contre-exemples à cette loi, parce qu'au Japon, dans l'après-guerre, le développement économique s'est appuyé sur la famille élargie pour pouvoir recruter des employés d'entreprise. Donc les lois générales ne peuvent pas exister en sociologie, parce que, justement, chaque contexte est différent, et on ne peut pas généraliser à l'ensemble de la population. Donc si cette question vous intéresse, un sociologue français a réalisé, je reviendrai dessus tout à l'heure, un sociologue français a réalisé une enquête justement sur les critiques autour des théories du changement social. Le livre s'appelle « La place du désordre » et il a été écrit par Raymond Boudon. Donc ceux qui ont fait un petit peu de sociologie par le passé doivent savoir qui c'est. En général, on oppose Boudon à Bourdieu. Bon, c'est un peu réducteur, mais voilà. Alors, de manière générale, je reviendrai dessus après, mais en gros, on oppose Boudon qui est tenant de l'individualisme méthodologique, le courant théorique qui veut que chaque action individuelle donne des phénomènes sociaux, alors que Bourdieu est plutôt dans une position déterministe, un peu générale. C'est réducteur, mais voilà, on oppose l'individualisme au structuralisme de Bourdieu. En gros, c'est ça. Mais je reviendrai dessus après avec les théories autour des conflits, autour des inégalités des chances à l'école. Donc la sociologie est bien une science qui peut permettre de remettre en question des pratiques considérées comme naturelles ou allant de soi, c'est un de ses credos. Et deux exemples comme ça que je reprends des travaux de Pierre Bourdieu, c'est il a cherché à comprendre dans un ouvrage qui s'appelle L'amour de l'art comment on peut expliquer la fréquentation des musées. Donc ce livre il est sorti dans les années 60, à un moment où il commençait à y avoir des politiques culturelles à destination du grand public. Et la question qui se posait, c'était de savoir si l'amour de l'art est inné. Donc est-ce qu'on peut avoir une forme d'innéisme dans l'amour de l'art, dans les goûts culturels? Donc pour Bourdieu, forcément comme sociologue, il n'y a rien de naturel, il n'y a rien d'inné. La réponse, l'explication au goût de l'art, aux pratiques culturelles en lien avec l'art, repose sur la socialisation. Et donc il a mis en place une enquête par questionnaire, où il a réussi à produire un certain nombre de données quantitatives, où il relie justement l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle donnée au niveau d'instruction, et il en déduit il arrive à montrer par son enquête qu'au plus on est diplômé et au plus on appartient à un milieu social privilégié ou aisé, au plus on aura d'affinité avec les musées. Et il arrive à généraliser ce type de résultats avec d'autres pratiques comme le sport par exemple ou l'écoute de la musique. Donc c'est un schéma il a réussi à généraliser ça sous la forme d'un schéma qu'il a publié dans un ouvrage qui s'appelle La Distinction, où il montre que justement toutes les pratiques culturelles dépendent de notre niveau d'instruction et de l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle donnée. Donc de manière générale, les sciences de la nature étudient des phénomènes anhistoriques, donc en dehors de l'histoire, ce qui n'est pas le cas des sciences sociales.
Et donc le critère de réfutabilité qui pourrait être imposé à la sociologie, une science est une science parce qu'elle est réfutable, ne s'applique pas à la sociologie. En tout cas, c'est l'argument qui est proposé par un sociologue qui s'appelle Jean-Claude Passeron, et qui montre, c'est ce que je viens d'expliquer précédemment, qui montre que les propositions réalisées par la sociologie s'inscrivent dans un contexte spatio-temporel donné, qui pourrait ne pas exister ailleurs. On l'a vu avec l'exemple de la loi de Parsons. Et pour renforcer son argumentation, il parle d'espace non popperien, donc par rapport à Karl Popper, parce qu'on n'a pas de régularité de faits à étudier, on ne peut pas tirer de loi générale. On vient de le voir avec la loi de Parsons, justement. Donc les démonstrations qui ont été proposées par Bourdieu dans les années 60 sur la fréquentation des musées pourraient ne plus s'appliquer aujourd'hui. Il faudrait renouveler les enquêtes, parce qu'on n'est plus dans les années 60, on n'a plus forcément le même rapport à la culture. En revanche, et c'est là que la sociologie peut être considérée comme une science, en dehors de tous les critères dont j'ai parlé tout à l'heure, il existe des procédures d'analyse uniformes qu'on va retrouver dans chaque recherche sociologique. C'est ce que Jean-Michel Berthelot, un épistémologue ou un philosophe, appelle des schèmes d'intelligibilité. Donc je vous en ai présenté deux ici, donc ça paraît un peu abstrait comme ça, mais un sociologue pourra raisonner de manière causaliste. Le schème causal revient à dire qu'à chaque phénomène X correspond un ensemble de facteurs, X1, X2, etc. Un exemple parmi d'autres, qui est quand même bien connu en sociologie, c'est celui du suicide d'Émile Durkheim. C'est un livre qui est sorti à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, 1897 pour être plus précis, où il s'intéresse à la causalité, à ce qui cause les phénomènes de suicide. Donc il voulait se distinguer de la psychologie, il voulait montrer que le suicide était un phénomène social. Et par une explication causaliste, il montre qu'au plus le taux de suicide augmente, le taux de suicide augmente, soit lorsqu'on est peu intégré à des groupes sociaux, soit lorsqu'on est justement trop intégré. Et à partir d'une enquête quantitative, il montre justement que le suicide repose là-dessus. Donc son explication, elle a été invalidée après, par d'autres disciplines. Donc je ne vais pas revenir justement sur cet aspect parce que je ne le maîtrise pas assez, mais en tout cas, c'est une illustration du schème causal. Une deuxième approche qui est possible, c'est le schème actantiel, qui explique que les phénomènes étudiés, je vous ai mis la définition de Berthelot, les phénomènes étudiés se réfèrent à des agents ou à des acteurs, et on va chercher à interroger les acteurs pour comprendre les raisons qui les poussent à agir de cette manière-là. Donc c'est une approche qui est plutôt empruntée par les chercheurs qui relèvent de l'individualisme méthodologique, dont je parlais tout à l'heure, et qui vont expliquer que plusieurs actions individuelles cumulées peuvent donner lieu à un phénomène social, peuvent expliquer un phénomène social. Un exemple qui est proposé par Raymond Boudon, justement, pas par Raymond Boudon directement, mais dans un livre de Raymond Boudon, c'est l'augmentation des cambriolages aux États-Unis. Il montre qu'entre 1960 et 1975, on a eu une augmentation des cambriolages et des phénomènes de délinquance, alors qu'économiquement, tout allait mieux. Il y avait moins d'inégalités, il y avait moins de chômage. Et donc, des sociologues qui ont travaillé là-dessus ont cherché à comprendre comment on pouvait expliquer ce phénomène-là. Est-ce que vous avez une idée comme ça de manière générale? Non. Oui. L'écart entre les classes sociales? Il y avait moins justement d'écart. La réponse, en fait, elle tient à des effets de contexte. C'est qu'entre 1960 et 1975, c'était les 30 Glorieuses, et les gens pouvaient s'équiper davantage. Donc déjà, les conjointes travaillaient à l'extérieur, ça c'est un point important. Les maisons étaient mieux équipées, en électroménager ou autre. Et donc les pratiques de délinquance pouvaient justement vider les maisons. C'était plus facile et moins risqué de vider les maisons en pleine journée, parce qu'il n'y avait personne pour les protéger. Et donc on peut le considérer comme relevant de l'individualisme méthodologique, parce que justement, c'est des actions individuelles qui cumulées, parce que les cambrioleurs agissent seuls, actions individuelles qui cumulées donnent lieu justement à ce constat général. Donc c'est ce que Boudon va appeler un effet additif, et puis qui va se transformer en effet pervers. C'est justement parce qu'il y a des modifications des habitudes de vie, parce qu'il y a de la croissance économique, qu'on va assister à cette augmentation de la délinquance. En gros, on voit à partir de ces éléments, donc là c'est une illustration parmi d'autres, on voit à partir de ces éléments que la sociologie est une science, si on se détache du modèle des sciences de la nature d'une part, et si on se détache du critère de réfutabilité qui a été posé par Popper d'autre part. Donc en dehors du pluralisme théorique, la sociologie s'appuie sur des méthodes d'enquête que je vais présenter de manière schématique, donc en illustrant à chaque fois par des travaux qui ont été réalisés, et après on abordera la question des controverses.
Donc de manière générale, pour réaliser une enquête sociologique, on a une question de recherche qui donne lieu à une investigation empirique, et on a de manière schématique deux méthodes principales, les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. Donc les méthodes qualitatives reposent sur l'entretien, l'observation, le recueil de documents. Là je commence par l'entretien. On réalise des entretiens avec des individus qui correspondent au sujet qui nous intéresse, à partir d'une grille de questions qui est organisée en thèmes et en sous-thèmes. L'intérêt de l'entretien, c'est d'analyser les discours des enquêtés sur le sujet qui nous intéresse. Et donc on peut aborder différentes choses, soit des récits de vie, on va demander à une personne de nous raconter son parcours biographique, ou sa vie si vous voulez. On va l'interroger sur ses pratiques, et comme ça elle va pouvoir étayer son argumentation, un entretien pouvant durer 1, 2, 3 heures. Donc deux exemples de travaux, si ça vous intéresse. La misère du monde, qui est un ouvrage dirigé par Pierre Bourdieu, qui est un ouvrage grand public d'ailleurs, où on voit des entretiens qui ont été réalisés avec différentes personnes autour des situations de pauvreté et de misère sociale. Donc des personnes sont interrogées et on voit comment le sociologue va sur le terrain et travaille sur le terrain. Un autre ouvrage que à titre personnel, je trouve passionnant, c'est l'expérience concentrationnaire. C'est un livre de sociologie qui a été écrit pour comprendre comment, en situation difficile, la vie en camp de concentration, en situation très difficile, des personnes étaient amenées à maintenir leur identité sociale. Et donc le livre repose sur 3 entretiens, 3 récits de vie, avec d'anciennes déportées des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et on voit comment les personnes racontent leur parcours. C'est un livre qui est vraiment prenant, donc voilà, s'il y a un livre à lire, je vous le recommande vivement. Et qui a été mis au passage, vous pouvez en trouver des extraits sur Internet, sous la forme d'articles, qui sont en fait des chapitres du livre. Deuxième méthode possible, c'est l'observation. Donc l'observation, elle consiste à prendre part à des activités, soit de manière directe, on observe des interactions sans y prendre part, soit sous la forme d'observation participante, on se fond dans un groupe et puis on participe aux activités, soit de manière ouverte, soit de manière inconnue. Dans ma thèse, par exemple, c'est ce que je fais, je travaille par observation participante, donc je fais une thèse sur l'agriculture, au passage, ça je ne l'ai pas dit. Je vais dans les fermes et puis je travaille avec les salariés agricoles ou avec les agriculteurs, et comme ça me permet de voir tout ce qui se déroule autour du travail. Donc l'observation, c'est une méthode qui peut se croiser avec l'entretien d'ailleurs. 2 ouvrages, Chantier interdit au public, qui est une enquête qui porte sur le BTP, donc c'est un sociologue qui a fait sa thèse sur les chantiers, et il montre justement toutes les formes de racisme qui est en place, toutes les formes de racisme au travail, toutes les conditions de travail difficiles dans le BTP, la précarité, etc. Donc c'est un livre qui est plutôt intéressant, et pareil, un ouvrage des Pinson-Charlot, donc qui sont des sociologues spécialistes de la bourgeoisie, qui ont réalisé une enquête sur les personnes qui viennent de gagner au loto, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent, qui ont dépassé 1 million d'euros, et ils montrent à travers d'une enquête ce que ces personnes font de leur argent. Donc c'est un ouvrage qui est aussi intéressant, qui est écrit comme un roman, et qui permet de voir justement comment les sociologues peuvent travailler à partir d'outils comme ça qui paraissent faciles d'accès. Troisième type de méthode qualitative, le recueil de documents, qui consiste à compiler des documents donnés pour en tirer une analyse spécifique, donc je ne détaille pas beaucoup plus ici. Un ouvrage parmi d'autres qui est le processus de civilisation de Norbert Elias. Donc Norbert Elias, c'est un sociologue allemand du XXe siècle, qui a vécu quasiment 100 ans, et qui cherche à comprendre comment, il a eu une reconnaissance assez tardive, à partir de 70 ans il a commencé à être reconnu, mais le processus de civilisation, c'est un ouvrage qui interroge justement les formes de civilité à l'œuvre au Moyen-Âge et à la Renaissance, pour comprendre comment certaines normes qui nous paraissent aujourd'hui anodines, comme manger avec des couverts par exemple, se sont imposées progressivement au fil des siècles. Et donc lui, comme il ne pouvait pas faire d'observation ou d'entretien, parce que forcément en histoire c'est pas possible, il a interrogé un certain nombre de documents, des manuels de bonne conduite ou autres, et c'est un ouvrage qui est aussi tout à fait passionnant. Donc là je vous ai mis le titre allemand, parce qu'en fait si vous le cherchez dans le grand public, il a été divisé en 2 parties, la civilisation des mœurs et la dynamique de l'Occident. Mais en fait, le titre complet, c'est le processus de civilisation. Et puis, de manière générale, les méthodes qualitatives ne cherchent pas la représentativité statistique, mais permettent de donner un éclairage sur des situations données, sur des logiques dans des situations données. Pour la représentativité statistique, il faut se tourner vers les méthodes quantitatives, et plus spécifiquement vers le questionnaire. Donc le questionnaire, c'est une méthode d'enquête qui est différente du questionnaire d'opinion. Il a une visée explicative sur un sujet donné, donc il n'est pas là pour décrire des choses, mais pour les expliquer, à la différence justement des sondages qu'on peut trouver facilement.
Donc l'enquête sur l'amour de l'art, par exemple, la fréquentation des musées dont je parlais tout à l'heure, c'est une enquête quantitative. Mais de manière générale, les critiques qui sont adressées à la sociologie portent justement sur le manque d'objectivité de la discipline, parce que le chercheur est toujours plus ou moins engagé par rapport au sujet qu'il aborde. Et donc, à ce titre, il ne serait pas assez objectif. Donc, face à ces enjeux, la sociologie a des arguments à donner. Par exemple, les Pinson-Charlot font régulièrement l'objet d'attaques, y compris de la part de sociologues, sur leur engagement. Donc je parle de... Voilà. Ils font régulièrement l'objet d'attaques, justement, parce qu'ils seraient trop engagés. Par exemple, Monique Pinson-Charlot s'est présente au municipal, soit au municipal, soit comme aux législatives. Donc bon, c'est des choses qui ont pu lui être reprochées, alors que finalement, ça ne pose aucun problème. Donc pour comprendre le fondement de ces critiques, qui donne lieu à des débats entre sociologues, savoir s'il faut être engagé ou se distancier de son objet de recherche, il faut se rapprocher d'une notion qui a été créée par Max Weber, donc un sociologue allemand du début du XXe siècle, qui est celle de neutralité axiologique. Donc la neutralité axiologique, au sens littéral, signifie l'absence de jugement de valeur. Est-ce que vous voyez la distinction entre jugement de fait et jugement de valeur déjà? Jugement de fait, on juge directement par les faits qu'on voit, le jugement de valeur, c'est en fonction de nos propres a priori. Ouais. Donc le jugement de fait, il se base sur des critères objectifs. Le jugement de valeur, c'est plutôt subjectif. Donc effectivement, le jugement de valeur, la neutralité axiologique serait l'absence de jugement de valeur. Donc à partir de ce principe, si on suit Max Weber, en tout cas dans la traduction qui en a été faite dans les années 50, si on suit Max Weber, le sociologue ne doit pas avoir de jugement de valeur, ne doit pas avoir de préjugés sur son objet de recherche. Ce qui est impossible, bah oui, parce qu'on est en sciences sociales. Mais justement, pour résoudre ce... Mais c'est pas une question bête, parce qu'elle se pose toujours aujourd'hui. Déjà, cette position a été mise en avant dans les années 1950-1960, suite à la traduction de Weber par des philosophes sociologues comme Julien Freund, donc un philosophe libéral, et Raymond Aron, qui est aussi un philosophe libéral. Et en fait, quand ils ont traduit la notion de neutralité axiologique comme ça, qu'ils ont défini les choses comme ça, le chercheur ne doit pas s'engager, ils voulaient s'opposer à Sartre et à d'autres philosophes de gauche. À partir de ce principe, les les sociologues sont invités à se détacher de toute forme d'engagement et de toute normativité de leurs écrits. On verra ça après. Le problème, c'est que si on considère les choses de cette manière, on fait abstraction d'un certain nombre de choses que la sociologie met justement en valeur, qui est que les chercheurs sont pris dans les contradictions de l'ensemble des rapports sociaux. Faire une enquête, je l'illustre comme ça, faire une enquête sur un milieu populaire en venant d'un milieu aisé, ça implique forcément des choses dans l'enquête. On ne peut pas être complètement neutre face à la précarité, par exemple. De toute façon, même qu'on vienne d'un milieu aisé ou pas d'ailleurs. Donc à la différence des sciences de la nature, le sociologue ne peut pas s'isoler du monde qu'il étudie. Il est témoin d'inégalités, il est pris dans des rapports sociaux, il est lui-même socialisé. Donc on apprend des choses par notre culture, par exemple, qui ne seront pas forcément ce qu'on va retrouver ailleurs. Et donc le sociologue doit justement tenir compte de ces rapports sociaux. D'ailleurs, cette forme d'engagement, donc on peut avoir des chercheurs engagés de manière ouverte, peut avoir des retombées très concrètes au niveau de la société. Donc le sociologue que je cite ici, qui s'appelle Roland Pfefferkorn, montre comment les recherches féministes des années 70-80 ont eu des retombées directes en sociologie générale et autour. Christine Delphi, par exemple, qui est une sociologue féministe, est très engagée par rapport à son sujet de recherche. Et ce qu'elle a mis en lumière autour du patriarcat, par exemple, ou des rapports de domination homme-femme, n'en sont pas moins scientifiques et ont permis d'apporter un certain nombre de choses à la recherche sociologique. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer faire de la sociologie, par exemple, sans tenir compte des inégalités de genre. Et au-delà de la sociologie, de toute façon, c'est des débats qu'on retrouve de manière quotidienne. Donc ces recherches ne sont pas moins engagées parce que les chercheurs eux-mêmes sont engagés. Ces recherches ne sont pas moins objectives parce que les chercheurs ne seraient pas engagés. Donc formuler des jugements de valeur, on vient de le voir, est indissociable du questionnement sociologique à condition de savoir quoi on parle. Donc ici, je vous propose 3 formules à partir des controverses qui ont lieu autour de l'inégalité des chances face à l'école dans les années 70. Donc pour remettre dans le débat, les sociologues ont constaté dans les années 70 que les enfants d'un milieu populaire avaient moins de chances d'accéder à l'université que les enfants de milieu aisé.
Et donc Bourdieu et Boudon se sont opposés justement autour de cette question. Selon Boudon, si les enfants de milieu ouvrier ne vont pas à l'université, c'est parce qu'ils font des choix rationnels, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas y arriver, alors que pour Bourdieu, donc je schématise, mais les démonstrations le reposent un peu là-dessus, pour Bourdieu, si les enfants de milieu populaires ou ouvriers, par exemple, vont moins à l'université, c'est parce qu'ils n'ont pas justement ils peuvent pas réussir à l'école, parce que l'école reproduit une forme de culture savante qui est celle des milieux aisés. En gros, on peut expliquer les choses comme ça. En gros, on a le poids de l'école qui pèse sur les enfants de milieu aisé. Et d'un autre côté, c'est parce que les enfants de milieu aisé choisissent de ne pas aller à l'université qu'on constate ces inégalités. C'est un peu schématisé. Hein ? De milieu ouvrier. De milieu ouvrier, pardon. Ou milieu populaire. Enfin. Donc je schématise, mais voilà. Donc l'inégalité des chances est un phénomène important qui mérite que l'on consacre de s'y arrêter. Donc premier jugement de valeur, c'est un phénomène important. C'est un phénomène illégitime où on l'étudie dans le but de trouver des moyens de limiter son ampleur. Deuxième jugement de valeur, c'est illégitime. On recherche les vraies causes de l'inégalité des chances. Troisième jugement de valeur. La recherche de la vérité est une valeur qui sous-tend la presque totalité des controverses scientifiques. Donc en fait, c'est des jugements de valeur, parce qu'il y a des prises d'opposition à chaque fois, dire que c'est important, dire que c'est illégitime, dire que c'est une vraie cause, ça relève du jugement de valeur, mais ça n'en est pas moins objectif. Parce que la première proposition souligne qu'il est intéressant de d'étudier l'inégalité des chances. C'est intéressant, c'est important. Oui, à titre scientifique, c'est important parce que ça peut permettre de faire avancer la recherche. Il est bon que l'inégalité des chances ne soit pas trop forte. Effectivement, c'est intéressant pour les mêmes raisons. Et les vraies causes de l'inégalité des chances, effectivement, le scientifique est là pour donner une forme d'éclaircissement sur des phénomènes. Donc voilà, il n'y a aucun problème par rapport à ça. En fait, quand on parle de jugement de valeur, on confond deux choses. Donc quand on reproche aux sociologues de formuler des jugements de valeur, on confond deux choses. Les jugements de valeur scientifiques, des jugements de valeur politique. Donc les exemples que je vous ai donnés relèvent de jugements de valeur scientifiques, alors que les jugements de valeur politique impliquent que la recherche soit normative. On cherche à faire de la recherche pour améliorer les choses, pour apporter des solutions, sauf que ce n'est pas du tout le but. Et en fait, quand Max Weber, on reviendra là-dessus dans le paragraphe suivant, en fait, quand Max Weber crée la notion de neutralité axiologique, il n'interdit pas d'avoir des jugements de valeur intellectuelle, pour lui, de toute façon c'est impossible comme on vient de le voir, mais il explique qu'il faut s'interdire de jugements de valeur politique dans les publications, dans les enseignements. On n'est pas là pour faire de la politique en cours. Si on veut faire de la politique, on le fait en dehors d'un cadre universitaire et il n'y a aucun souci. Et il faut l'assumer tel quel. Donc voilà, les critères autour du manque d'objectivité de la sociologie se retrouvent réfutés par rapport à ça, notamment par cette opposition entre jugement de fait et jugement de valeur qui donne encore lieu à des publications aujourd'hui. Donc quatrième point, contre la sociologie, sont attribués par des politiques. Donc je vous donne quelques exemples qui sont cités par un sociologue qui a travaillé sur ces questions-là. En 1999, Lionel Jospin expliquait que chercher à expliquer des actes ou des situations revient à déresponsabiliser les individus. Donc c'est Lionel Jospin qui dit ça. Nicolas Dupont-Aignan explique dans les années 2010, je cite, « Quelle que soit la raison profonde et réelle de la fracture sociale, il est inacceptable de chercher des excuses à des actes inexcusables. Les 3 millions de chômeurs sont-ils autorisés aujourd'hui à voler, piller et casser? Je ne le crois pas. » Chevènement explique « Je ne crois pas à l'excuse sociologique. Ce n'est pas propre à la France, on retrouve la même chose aux États-Unis où Reagan attaquait les sociologues, George Bush également. » Donc selon Bernard Lahire, qui est un sociologue qui travaille sur ces questions, cette vision de la sociologie revient à confondre rechercher des causes et attribuer des fautes. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, par exemple, Manuel Valls a prononcé un discours où il dit aucune excuse sociologique n'est possible. Parce qu'en fait, les sociologues cherchent à expliquer des phénomènes, sauf qu'il y a une assimilation entre expliquer et excuser, sauf que ça ne relève pas du tout de la même chose. En fait, les critiques qui sont attribuées à la sociologie mélangent à la fois le normatif et le non-normatif. Juger et punir d'un côté, c'est pas le travail du sociologue, ça c'est le travail de la justice, mais c'est pas le travail du sociologue. Par contre, comprendre et expliquer, c'est le travail du sociologue. Ironiquement, dans Le Monde, je crois que c'est Bernard Lahire, avait repris cette idée d'explication et d'excuse
en disant que expliquer les séismes, ça revient à excuser les tremblements de terre. Non, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est un point qui est vachement important, parce que justement, le but de la sociologie n'est pas de formuler des jugements de valeur ou de prescrire des solutions, c'est de comprendre. Et comme l'explique Lahire, justement, le savant étudie ce qui est et n'a pas à apprécier ce qui est bien ou mal. Donc il faut bien distinguer les faits du jugement qu'on peut porter dessus. Sauf que cette position, elle ne fait pas l'unanimité chez les sociologues eux-mêmes. Donc en tant que zététicien, vous connaissez forcément Gérald Bronner, enfin j'imagine. Il a écrit un livre avec un autre sociologue qui s'appelle Étienne Géhin, qui s'appelle « Le danger sociologique », et qui souligne toutes les limites de la sociologie selon lui. Selon ces deux auteurs. Selon ces deux auteurs, du coup, les individus seraient surdéterminés, je cite leurs termes, et ils seraient à la fois multisocialisés et trop multi-surdéterminés pour qu'ils puissent être conscients de leur déterminisme. Donc là, ici, pardon, donc je vais un peu vite. Les individus seraient surdéterminés, et en expliquant ça, des auteurs comme Lahire, par exemple, qui cherchent à expliquer les comportements des gens. Des auteurs comme Lahire donneraient raison aux politiques, disant que les sociologues déterministes minimisent les actes délinquants. Autrement dit, des sociologues qui cherchent à expliquer les comportements individuels, ou les comportements d'un groupe social donné, parce que c'est plutôt le cas de Lahire, reviendraient à les déresponsabiliser. Donc ce type d'explication est refusé par Bernard Lahire, qui explique, donc la citation est assez longue, mais je vais vous la lire, ça ira plus vite. Donc l'argumentation de Lahire, c'est de dire que les personnes qui commettraient des actes délinquants et qui justement chercheraient à se déresponsabiliser auraient connaissance des travaux sociologiques, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc Bernard Lahire explique sur France Culture, oui, c'est sur France Culture qu'il explique ça, on a l'impression que les délinquants et les criminels ont lu les travaux de la sociologie et ont trouvé une bonne raison de commettre leurs crimes parce qu'ils se sentiraient déresponsabilisés. On croit rêver. Qu'un acteur politique prononce de telles âneries, on finit presque par s'habituer. Mais quand des sociologues disent cela, c'est proprement ahurissant. Ces gens pensent sans doute qu'en supprimant les chercheurs qui mettent toujours des inégalités ou des déterminations sociales bien réelles, on pourra enfin vivre dans un monde libre et égalitaire. Ils marchent sur la tête. La sociologie décrit et interprète le monde, et quand elle observe des déterminations sociales, des régularités ou des logiques sociales, elle les porte aux yeux de tous ceux et celles qui veulent bien les lire. Mais je ne vois pas quels effets performatifs elle pourrait bien jouer sur les tendances de fond du monde social, qui n'attendent pas les sociologues pour continuer à œuvrer et façonner leur monde social. Et il rajoute que les sociologues qui sont dans cette posture, qui expliquent que la sociologie déresponsabilise les chercheurs qui expliquent que la sociologie déresponsabilise les individus, devraient le prouver à partir d'enquêtes de terrain, ce qui n'a pas été fait jusque maintenant. Le problème qui se pose entre l'opposition entre les sociologues eux-mêmes déborde sur la limite entre bruit médiatique ou débat scientifique, parce que d'une part, les auteurs du danger sociologique ont fait publier les bonnes feuilles du livre avant sa publication dans Le Point, pour montrer qu'il y avait toute une polémique autour de la sociologie. Et puis la sociologie qui est défendue par Bronner et Géhin, donc c'est une reproche qui est faite dans une recension du livre. La sociologie telle qu'elle est dépeinte dans ce livre relève un peu d'une caricature où on opposerait d'un côté des sociologues déterministes à de l'autre des sociologues analytiques ou des sociologues plus centrés sur l'individu dont Bronner ferait partie. Donc quand on fait un petit peu de sociologie, on ne peut pas réduire l'opposition entre individuel et collectif, à chaque fois les choses s'entremêlent. Et la question qui peut se poser, c'est que l'ouvrage en question relèverait plutôt finalement du bruit médiatique pour faire débat dans la société et déplacer le débat scientifique au débat public. Par contre, Bronner et Géhin soulèvent une limite à la sociologie qui cette fois relève du débat scientifique, donc Bronner en particulier, explique que la sociologie comme science serait trop renfermée sur elle-même, ce qui l'isolerait des autres disciplines.
Donc Bronner explique que, d'une part, en dehors de Bronner, la sociologie n'intègre pas de phénomènes biologiques dans ses explications, puisque depuis Durkheim, donc depuis le début du XXe siècle, le social ne s'explique que par le social. Donc Durkheim le montre dans son étude du suicide, il montre qu'il ne faut pas prendre en compte les phénomènes biologiques pour comprendre le suicide. Il reste uniquement sur des phénomènes sociaux. Et pourtant, un auteur comme Bronner montre que l'habitus, l'habitus c'est un concept qui est forgé par Bourdieu, qui est un ensemble de dispositions qu'on acquiert au cours de sa socialisation. Un phénomène comme l'habitus pourrait être étudié par les neurosciences. Donc l'habitus qui est expliqué par la sociologie pourrait être expliqué empiriquement par les neurosciences. Donc l'idée de Bronner, c'est qu'on n'est pas uniquement déterminé par le social, il faut prendre en compte les avancées des neurosciences et de l'imagerie cérébrale. Et donc il montre que les routines, par exemple, qu'on peut expliquer sociologiquement par notre socialisation, peuvent aussi relever de phénomènes biologiques. Et donc il prend l'exemple dans une publication de 2010, dans la Revue française de sociologie, donc qui est une revue importante en sociologie, il montre que la modification de son environnement n'est peut-être pas nécessaire. Donc je cite l'article. Une modification de l'environnement n'est peut-être pas nécessaire, mais elle sera généralement suffisante pour révéler une caractéristique fondamentale de l'esprit humain. Sa capacité à mettre en concurrence une routine mentale avec une autre voie d'action ou de jugement, cette aptitude à rendre concurrentiels des objets mentaux, c'est-à-dire à considérer en même temps plusieurs voies contraires, définit l'une des caractéristiques fondamentales du cerveau humain. Notre encéphale est composé de plusieurs cerveaux qui se sont constitués phylogénétiquement comme des couches. Les parties les plus anciennes de notre cerveau continuent à fonctionner parfois en harmonie, parfois en disharmonie, avec les parties les plus récentes. Donc en fait, ce qu'il veut dire dans ce propos, c'est que la sociologie, les routines qu'on peut étudier sociologiquement peuvent relever à la fois de processus mentaux et sociaux. Mais pour lui, ce type d'explication n'est pas pris en compte par la sociologie, parce que si la sociologie finissait par s'intéresser à des phénomènes biologiques, elle deviendrait une sous-catégorie de la biologie. Et donc là, c'est l'argumentation qui est proposée par Bronner. Et pourtant, explique Bronner, les apports des neurosciences permettent de concevoir le cerveau à l'origine d'un certain libre arbitre qui va à l'encontre d'une forme de déterminisme dont se défend, toujours selon Bronner, une partie de la sociologie. Donc si on fait un état des lieux sur ces controverses, on a des controverses d'ordre méthodologique entre opposition sens de la nature, sciences sociales ou sciences de l'esprit. Donc si on reprend tout ça, l'un des problèmes de ces controverses est de se focaliser uniquement sur les individus, en particulier chez Bronner, au point d'aller chercher des explications neurologiques, alors que ce qui fait l'intérêt de la discipline, c'est de prendre en compte des explications, d'expliquer comment les individus produisent du social. Et à ce titre-là, il n'y a pas besoin d'explications biologiques, le social se suffit à lui-même. Donc il n'est pas forcément utile d'aller chercher des explications d'ordre neurologique, parce que la discipline peut se suffire à elle-même. Ce qui ne veut pas dire que les phénomènes biologiques n'existent pas, c'est juste que chacun a sa discipline. Donc je n'ai pas mis de bibliographie, mais si vous avez besoin de références supplémentaires, je vous les donnerai. Donc on peut, je ne sais pas quelle heure il est, mais on peut passer aux questions-réponses si vous avez des... Oui. Que pour la captation du C'était par rapport à quelque chose que vous avez dit au tout début. Vous avez parlé d'une étude de Bourdieu sur l'amour de l'art. Oui. Et je me suis dit, si cette étude prenait en compte vraiment juste les visites de musées, c'est une toute petite part de l'art en fait qui est dans les musées. Et du coup, je sais pas comment il peut parler d'amour de l'art juste à partir des musées. Ah, c'est parce que leur enquête, elle répond, si je me souviens bien, à une commande du ministère de la Culture. Et en fait, c'est une réponse à une commande. C'est juste que le titre, le sociologue va généraliser à partir de terrains d'enquête spécifiques. Donc l'amour de l'art au sens large, c'est plutôt une question philosophique. Là, il se base sur un terrain d'enquête donné, qui est les musées, pour apporter une réponse. Et en plus, si je me souviens bien de l'enquête en question, c'est les musées parisiens. Donc c'est assez... Mais ça permet quand même de donner une représentativité de ce qu'est justement... Parce que vu que c'est déjà fait pour une catégorie sociale particulière, ça s'adresse forcément pas à tout le monde, donc c'est un peu... Enfin, oui. Le fait de déduire qu'il y a cette catégorie-là qui va, c'est un peu facile, c'est un peu évident. Oui, mais après, il le généralise à d'autres terrains d'enquête, comme le sport ou autre. Et du coup, ça lui permet de confirmer ses résultats. Mais là, c'est vraiment... J'ai donné cet exemple-là pour illustrer. Le livre, je ne l'ai pas lu en entier, donc il faudrait vraiment... Mais c'est vraiment de l'illustration. Mais effectivement, la question de la généralisation peut se poser, mais elle est soulignée à chaque fois par les sociologues qui ont une posture réflexive sur leur pratique. À chaque fois, un sociologue qui va faire une enquête va souligner les limites de l'enquête et montrer qu'il y a toujours des biais. Puis,
Alors en qualitatif, généralisé, et voilà. La question de l'échantillonnage, c'est souvent la grande problématique au niveau méthodologique dans plein d'études en sociaux et en psycho, pour des choses comme ça. ah non, alors en qualitatif, justement, il n'y a pas de question de représentativité quantitative. Ce qui nous intéresse, c'est la représentativité qualitative. On peut faire une enquête intéressante à partir d'un 30 entretiens, par exemple, comme on peut le faire à partir de 60 entretiens. Ce qui est intéressant, c'est de voir les logiques sociales qui sont sous-jacentes au discours. Si on retrouve toujours le même propos dans les 30 entretiens, c'est suffisant. Par contre, dans le questionnaire, effectivement, la question de l'échantillonnage, elle est importante. Là, la question de l'échantillonnage, elle se pose sur du quantitatif. En qualitatif, c'est pas important. C'est juste, il y a un point de vocabulaire qui m'a échappé tout à l'heure. L'holisme. Le holisme. Le holisme. J'ai parlé d'holisme. Oui, c'était indiqué en opposition. C'est l'opposition entre individualisme et holisme. En fait, oui, le holisme, en fait, c'est considérer la société comme étant un tout, dans laquelle les individus sont intégrés. En gros, la société surplombe les individus. Le holisme, c'est ça, c'est une conception qui est héritée d'Émile Durkheim, notamment. Comme un trou. Comme un tout. Non, comme un tout. On considère la société comme un tout. Mais ça vient de la racine. Ah, Ah non, ça vient du grec, mais... Non, ça vient du grec, mais là, j'ai pas fait la recherche. On comprend ça comme un bloc. C'est comme un bloc, effectivement. C'est un peu comme la démarche holistique en médecine, je pense sur le même genre de racine de mots. Ah, ça doit être la même racine, ouais. Considérer le patient et ses symptômes dans un tout, dans une globalité, c'est comprendre pourquoi il est malade, pourquoi il est souffrant, avec plein de facteurs. Ah, j'imagine que c'est la même racine, ouais. J'ai une question, c'est est-ce que les méthodes d'appréhension, d'observation évoluent-elles en sociologie, surtout que maintenant on a des données qui sont bien plus vastes, bien plus précises, que ce soit des données autour des communautés, de chaque société, même au niveau international, on a des chiffres de plus en plus précis. Est-ce que les méthodes évoluent ou est-ce qu'on est toujours un peu sur le même schéma d'analyse ? Par rapport à du quanti plutôt, du coup ? Oui. Tout dépend de la question de recherche qu'on va se poser. En fait, le questionnaire, il est calqué sur la problématique qui nous intéresse. Donc je ne fais pas du tout de quanti, mais en gros, quand un sociologue va poser une question de recherche ou va avoir une question de recherche, il va faire son échantillonnage, qui peut dépendre d'un certain nombre de facteurs, et le questionnaire, même s'il y a des données qui existent, toute l'analyse, elle va reposer sur les données qui sont produites par le sociologue lui-même, et qui répondent à des questions qui peuvent se poser par rapport à la littérature existante, par exemple, effectivement par rapport à des données pouvant exister, mais c'est au sociologue d'analyser lui-même les données qu'il produit. Par exemple, dans le questionnaire, on peut intégrer une variable où on va demander aux personnes de s'exprimer rapidement sur la chose qui les intéresse. Et à partir de là, on peut avoir un certain nombre de choses qui vont correspondre à notre demande, mais qui ne vont pas forcément correspondre à ce qui existe à côté. Mais par contre, le sociologue peut s'appuyer sur des données qui existent déjà pour appuyer son enquête. Enfin, pour construire son terrain d'enquête. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était du coup une commande, je sais plus, de la part des musées ou de la part de la ville, ou je sais plus par rapport à... Une commande institutionnelle. Ouais, mais justement par rapport à la commande, comment il se situe ? Parce que s'il y a une commande qui vient justement d'un musée ou je sais pas quoi, qui dit déjà qu'il faut étudier cette chose-là en particulier, comment ils arrivent à avoir un peu un côté impartial, voilà, si la commande vient déjà d'un endroit en particulier et que du coup ils sont censés étudier que les musées, comment ils peuvent parler de l'art ? Et j'imagine que ça s'applique à d'autres choses. Alors, oui, je vois votre question. En fait, c'est ce qu'on appelle la réponse, enfin, c'est ce que sociologiquement on appelle la réponse à la demande sociale. C'est des institutions qui peuvent demander à des sociologues de travailler pour répondre à une question qui les intéresse. Donc, l'aspect impartial, c'est aux sociologues de l'imposer. J'ai un exemple comme ça qui est beaucoup plus récent que les musées. Au Centre Pompidou, une enquête a été réalisée pour connaître la population pauvre qui vient à fréquenter la bibliothèque. Donc, le titre du livre, c'est justement « Les pauvres à la bibliothèque ». Donc, 2 sociologues ont été missionnés. La bibliothèque avait fait une enquête interne, mais comme ils n'arrivaient pas à avoir énormément de renseignements, 2 sociologues ont été sollicités pour réaliser une enquête pour connaître la population précaire, en partant de la question de recherche suivante. Les pauvres iraient moins à la bibliothèque que les autres parce qu'ils s'y sentiraient moins légitimes. Donc là, c'était la question de recherche générale. Et puis les sociologues ont réalisé leur enquête par observation, par entretien.
Et puis ils ont réussi à mettre au jour un certain nombre de logiques expliquant que, effectivement, si on est, on va se comporter différemment à la bibliothèque en fonction de notre situation de pauvreté. Si on est au chômage, par exemple, on est considéré comme pauvre ou précaire. Si on est sans abri également, mais on ne va pas avoir un même rapport à la bibliothèque. Et toutes ces données, en fait, elles sont produites par les sociologues eux-mêmes, donc en réponse à une commande institutionnelle, mais elles peuvent se généraliser à côté. Donc il n'y a pas de, le sociologue n'est pas là pour apporter une caution scientifique à des politiques internes. Il reste indépendant. Enfin, je pense que c'est le sens de votre question. Mais, Alors moi je me disais, mais de quoi vit financièrement le sociologue? Puisqu'en gros, soit il est enseignant-chercheur, soit il écrit un bouquin en espérant qu'il soit très très vendu et donc ça lui rapporte plein de sous. Mais sinon concrètement, à moins d'être mandaté par quelqu'un, de quoi vit le sociologue? Enfin voilà, est-ce que c'est un métier dont on peut vivre? Si demain un jeune dit à ses parents je vais être sociologue, est-ce qu'ils doivent pleurer et le dissuader de faire autre chose ou... Ah mais c'est une bonne question. Alors déjà dans les filières de sociologie, il y a toujours des filières professionnalisantes et les compétences qu'on va acquérir en sociologie peuvent être transposées dans d'autres domaines. Pour être chargé de mission par exemple dans une association, dans une entreprise, etc. Des personnes qui ont une formation sociologique peuvent apporter un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas de titre de sociologue comme on peut avoir des titres de psychologue. Ça, c'est un premier point. Donc, les outils sociologiques peuvent tout à fait se transposer à d'autres domaines. Donc, effectivement, il y a des enseignants-chercheurs. Il y a aussi des chercheurs, par exemple au CNRS ou à l'INRA, qui sont des chercheurs qui sont financés pour travailler sur des projets de recherche. Donc être titularisé au CNRS ou à l'INRA, c'est quand même un peu le Graal de tout doctorant en sociologie. Mais, voilà, alors en gros, c'est les différentes possibilités de travail. On n'a pas eu un mouvement. Ah bah si. Si, non mais alors je suis allé un peu vite, mais sur tout ce qui est travailler en entreprise par exemple ou auprès d'associations, si, il y a quand même pas mal de choses. Alors, je pense que tu l'as évoqué un petit peu au début, mais est-ce qu'on finalement ne fait pas aussi les mêmes objections qu'on fait à la sociologie, mais pour la psychologie ou l'ethnologie, par exemple sur les excuses entre guillemets qu'on pourrait donner à quelqu'un pour son comportement. Dans quelle mesure il y a un rapprochement entre les deux et dans le... Je vais avoir du mal à répondre à la question parce qu'en fait en psychologie je sais pas du tout. L'épistémologie, la psychologie, j'y connais rien. Donc psychologue dans la salle. Je sais, non mais et je suis pas psychologue du tout, donc là je peux pas forcément apporter de réponse. Mais effectivement, j'imagine que c'est des choses qu'on va retrouver. Il suffit de voir par exemple, c'est un exemple comme ça, mais quand on voit un fait divers avec quelqu'un qui a commis un crime alors qu'il était en état de dépersonnalisation ou autre, je connais pas grand chose, mais les commentaires sous les articles de presse, ça va être oui mais les psychiatres ils font n'importe quoi, ouais mais ils font leur boulot, donc il y a toujours des biais, je sais pas après si, mais là j'ai pas vraiment de réponse à vous apporter. Je vais tenter de répondre parce que je suis psychologue du coup. Donc en fait ce qui était intéressant c'est que tout ce que tu as expliqué Germain en tant que psychologue, on retrouve exactement le même cheminement, le même type de critique faite à la psycho et à la socio. Je pense que la psycho aujourd'hui essaie aussi de s'ouvrir énormément aux neurosciences, tout comme la socio, et il était temps d'ailleurs, je pense. Non, la socio c'est juste Bronner qui s'ouvre aux neurosciences. La psycho, il était temps qu'elle s'ouvre aux neurosciences en tout cas. En psycho, on retrouve à peu près le même genre de questions, c'est-à-dire que quand un individu ne va pas bien, on peut l'expliquer par tout un tas de facteurs différents. Je sais pas, on va prendre une pathologie aussi simple que la dépression, que tout le monde connaît. Est-ce que la personne ne va pas bien parce que c'est uniquement des facteurs intra-individuels, c'est-à-dire ça dépend de elle? Est-ce que ça dépend de ce qu'elle a vécu? Est-ce que ça dépend de sa famille? On sait qu'il va y avoir plus de dépression aussi peut-être en fonction de certains facteurs biologiques, de vulnérabilité biologique, peut-être même héréditaire. Est-ce que ça dépend de la société dans laquelle elle vit? Il y a beaucoup de gens, par exemple, aujourd'hui on parle un peu d'écophobie, les gens qui ont peur de l'environnement, de l'avenir de la planète, voilà. Donc en fait, longtemps en psycho, et notamment c'est la critique qu'on pouvait faire à la psychanalyse, elle avait tendance à expliquer les symptômes et les souffrances des gens souvent par un facteur, et ce facteur était presque toujours la famille. Et en fait aujourd'hui on s'aperçoit qu'il faut vraiment avoir une démarche globale et une approche qui soit plurifactorielle, en disant quand quelqu'un ne va pas bien, est en souffrance, tout comme quand quelqu'un va bien, c'est sans doute grâce à plein de facteurs ou à cause entre guillemets de plein de facteurs que la personne est pas très en forme par exemple. Donc ça s'ouvre beaucoup plus et je pense que la socio est passée à peu près par le même genre
d'historique et de remaniement à l'interne et des contradictions un peu des guerres de chapelle, j'ai envie de dire. La psycho, on retrouve exactement le même genre de processus, quoi. Et ces questions-là, on les retrouve toujours aujourd'hui. De toute façon, auprès des politiques, par exemple, quand on va faire de la sociologie, ce qui va compter, c'est uniquement la culture, alors que tout ce qui est inégalité économique et autres, c'est pas pris en compte. Et pourtant, ça rentre en compte quand on vit en société, on a forcément un salaire ou pas d'ailleurs. Donc on est intégré par rapport à tout ça. Et pourtant, pour les politiques, la sociologie se résume à la culture, sauf que non. Et c'est à peu près le même cheminement de pensée. En psycho, on dit souvent qu'il y a 3 grands facteurs qui peuvent être explicatifs d'un fonctionnement chez un individu. Les facteurs bio, psycho et sociaux. On met tous les facteurs sociétaux, culturels, etc. là-dedans. Le biologique. Et également tout ce qui va être vraiment plus psychologique, plus propre à l'individu, de façon plus spécifique. On essaie normalement de compiler tout ça pour avoir une réponse assez globale. En tout cas, on devrait faire ça. Y a-t-il encore des questions? Non. Merci Germain. De rien. Vous pourrez retrouver prochainement la vidéo capture audio sur notre chaîne YouTube Skeptics in the Pub-Lille. Et on vous donne rendez-vous dans un mois tout pile, le 20 décembre, pour discuter énergie nucléaire et énergie renouvelable ici à La Rumeur. Merci à Laurent de nous recevoir tous les mois, voilà, pour parler d'un sujet de société de la manière la plus factuelle possible. Voilà, on espère que ça vous a plu. Merci à tous et bonne soirée. Il y a un concert à 21h, il me semble. Voilà, merci.